Bonjour les amis, absolument ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à l'univers du Nikon Z9. Et oui, j'en suis déjà au 6e film autour de cet appareil. Vous allez voir que nous allons encore avoir des surprises dans ce dernier opus. Alors dans l'avant-dernier film consacré à l'autofocus, nous avons vu les qualités incroyables que Nikon a su développer pour son dernier vaisseau amiral. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à 3 chapitres un petit peu différents. Le premier, consacré aux différents modes d'enregistrement RAW. Vous allez voir que là aussi, on va avoir quelques surprises. Le deuxième chapitre, c'est la mesure de lumière. Nikon a toujours été incroyablement doué dans ce domaine-là. La mesure matricielle de Nikon a fait référence pendant des décennies, depuis l'argentique. Eh bien, avec le Z9, nous sommes dans la lignée, nous sommes dans vraiment quelque chose qui est extrêmement perfectionné, encore supérieur au précédent boîtier, mais qui n'est pas sans limite. Enfin, nous allons aborder certainement un point très important pour vous tous, c'est la montée en sensibilité, en haut ISO. Vous allez voir que dans les basses lumières, le Z9, même s'il a de très belles qualités, n'est pas encore tout à fait au niveau où je voudrais qu'il soit. Avant d'aller plus loin dans ce test, je voudrais encore une fois vous remercier pour les nombreux encouragements que vous m'avez témoignés, tous les abonnements, les nouveaux abonnés qui arrivent de plus en plus sur la chaîne. Merci beaucoup, ça m'encourage follement. Et ça me permet aussi d'avoir une certaine crédibilité auprès des marques lorsque je leur demande du matériel. Merci encore, merci infiniment. Vous savez que je ne suis pas ni sponsorisé ni monétisé. Donc c'est simplement sur ma bonne foi que les marques me prêtent parfois du matériel. Et oui, je ne peux pas tout acheter. Merci grandement de tous vos témoignages et tous vos encouragements. Allez, on embraye directement sur le test. C'est parti. Allez, on attaque avec les différents modes d'enregistrement RAW en mode photo. Vous savez que Nikon a abandonné les modes sans compression. On a maintenant un mode compression sans perte, efficacité élevée étoile et efficacité élevée tout court. Ces 3 modes d'enregistrement RAW procurent généralement des fichiers autour de 20 mégaoctets pour l'efficacité élevée, aux alentours de 30 mégas pour efficacité élevée étoile et pour environ 50 mégaoctets la compression sans perte. Alors on va essayer de voir un petit peu quelle différence ça peut faire sur le mode d'enregistrement. Alors dans un premier temps, j'ai pris un objectif standard, le 24-200 à 100 ISO, c'est important. Et puis on va vérifier. Alors dans ce format d'image, il n'y a aucune différence. Voilà, alors à 100%, c'est encore assez difficile à vraiment voir une différence. Elle est très ténue, effectivement, à gauche sur l'efficacité élevée. J'ai un tout petit peu moins de micro-contraste, vous voyez, sur les détails des épines de mon petit cactus préféré. J'ai un petit peu moins de définition, un petit peu moins de précision, un petit peu moins de micro-contraste, mais c'est vraiment à la limite. Et on va aller voir avec un agrandissement un peu plus important. On va se mettre à 200%. Voilà, à 200%, c'est un petit peu plus visible. Vous voyez, là, on voit bien les épines du cactus qui ressortent un petit peu plus. Là, c'est un tout petit peu plus flou. Je me répète, on est à 200% sur des fichiers qui sont déjà des fichiers très importants. Donc, c'est des agrandissements énormes. Je dirais que si vous voulez vraiment être super tranquille, vous avez vraiment beaucoup de post-traitement, vous avez des très grands agrandissements ou des crops énormes, vous pouvez choisir l'efficacité élevée étoile. Ça procurera un petit plus. Mais c'est quand même pas violent, la différence. Et on sait qu'on passe quand même de 20 mégaoctets à 30 mégaoctets. C'est aussi à prendre en considération. Voilà, la différence, elle existe, elle est très faible. Elle est ici à 100 ISO. On va voir maintenant quelle différence il peut y avoir avec le fichier de compression sans perte. Voilà, donc là, avec un fichier en compression sans perte, je suis à 50 mégaoctets, 49,8 très exactement. C'est un petit peu mieux, c'est vrai, c'est un petit peu mieux. On voit peut-être un tout petit poil plus la différence. Encore que c'est vraiment ténu. En tout cas, elle existe, cette différence, elle est très faible, mais elle existe. Alors, on va maintenant comparer entre le fichier compression sans perte et l'efficacité élevée étoile. Voilà, je suis là en efficacité élevée étoile. Là, je suis en compression sans perte. Moi, même sur mon écran, mon grand écran calibré, 4K, enfin, etc., tout ce que vous voulez. Donc, c'est très difficile de les différencier. Là, même à 200%, il n'y a pas de différence. Donc, pour conclure, à 100 ISO, il y a une petite différence entre le premier mode efficacité élevée et le deuxième efficacité élevée étoile en faveur de ce dernier.
Par contre, il n'y a pas de différence entre efficacité élevée étoile et la compression sans perte. On va aller voir maintenant si en montant en ISO et puis en changeant d'objectif, en prenant un objectif plus performant, si on voit quand même une différence. Alors pour ce dernier exemple, j'ai pris le Z70-200 de 8, donc un objectif de la plus haute performance chez Nikon, toujours à 100 ISO, et je suis donc toujours sur l'image de gauche avec l'efficacité élevée, et l'image de droite, efficacité élevée étoile. On a une petite différence au niveau du poids de la photo. On est à 32,8, presque 33 sur l'efficacité élevée étoile, et on est à 21,9 mégaoctets sur l'efficacité élevée. Vous voyez, il y a une petite variation, ça dépend bien sûr de la composition de l'image principalement. On est toujours à 100 ISO, et on va, là sur ce format d'image, aucune différence bien sûr. On va essayer de faire comme tout à l'heure, hein, d'augmenter un petit peu notre agrandissement. Alors là, je suis à 100%. Sur mon écran, je ne vois strictement aucune différence. Je vais aller dans les parties peut-être un petit peu plus sombres. On va voir ça ensemble. Voilà, dans les parties plus sombres, je regarde bien les micro-contrastes sur des couleurs plus sombres, vers les parties vraiment entre la limite entre une partie blanche et une partie sombre, comme ici et ici. Non, pour moi, aucune différence. On va agrandir encore un petit peu, 200%. Comme tout à l'heure, à 200%, je perçois enfin une petite différence. Vous voyez, c'est surtout au niveau des effets de bord, de contraste, de micro-contraste. On a un effet de compression un petit peu plus marqué sur l'efficacité élevée à gauche plutôt que sur l'efficacité élevée étoile à droite. Je vous le répète, il faut monter à 200%, comme dans l'exemple précédent. Donc c'est exactement la même chose, on a exactement le même résultat, quel que soit l'objectif que l'on utilise. Lorsqu'on est à 100 ISO, on va vérifier quand même s'il y a une différence avec la compression sans perte. Voilà, sur l'image de droite, je suis passé en compression sans perte, hein, ça fait presque 51 mégaoctets de poids. Non, c'est tout à fait identique à tout à l'heure. On a une petite différence avec l'efficacité élevée tout court. Et là, je vous mets donc l'efficacité élevée étoile. On va aller chercher exactement la même image. Donc à gauche, l'efficacité élevée étoile, et à droite, on a bien la compression sans perte. Là, il y a encore une fois, aucune différence visible à l'image, y compris à 200%. Donc ça confirme bien le premier essai avec le 24-200, avec le 70-200, on a exactement la même chose. Voyons voir maintenant avec une sensibilité ISO supérieure ce que ça donne. Donc sur ce nouvel exemple, je suis à 4000 ISO avec donc un 1430 Z. Et à gauche, l'efficacité élevée, et donc avec un poids de 22,8 mégaoctets. À droite, l'efficacité élevée étoile avec 33,6 mégaoctets. Là encore, pas de différence sur ce format d'image. Agrandissons volontiers. Donc là, je suis agrandi à 100%. Écoutez, il y a très peu de différence. On retrouve pratiquement les mêmes choses, les mêmes données. C'est très difficile de voir une image, de voir une vraie différence à l'image. Moi, personnellement, je n'en vois pas, puisque la petite différence qu'on avait à 100 ISO tout à l'heure entre l'efficacité élevée et l'efficacité élevée étoile est un peu gommée par la réduction de piqué et de définition à 4000 ISO par rapport à 100 ISO. On peut regarder dans les hautes lumières pour voir un petit peu si on voit une différence. Là encore, c'est très difficile de voir une différence. Moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Allons voir si, avec une compression sans perte, il y a une différence plus marquée. Donc là, je suis passé en compression sans perte. On est presque à 60 mégaoctets d'un côté, alors qu'on n'est qu'à 22,8 de l'autre côté. Alors, on va essayer de monter à 200% avec cet exemple. Voilà, là, je suis à 200%. C'est extrêmement ténu, hein. Je vois assez peu de différence, une nouvelle fois, peut-être très légèrement à la faveur de la compression sans perte, mais oui, encore, non, franchement, une fois de plus, les 4000 ISO font qu'il y a un petit peu moins de définition, un petit peu plus de bruit, et ça lisse la différence. Pour ce résumé, donc, on va dire qu'il y a une petite différence lorsqu'on est à 100 ISO entre l'efficacité élevée et l'efficacité élevée étoile, à la faveur de cette dernière, hein, l'efficacité élevée étoile. C'est pas la peine de monter sur de la compression sans perte, ça sert à rien si ce n'est qu'à avoir des fichiers beaucoup plus lourds. Et je dirais que dans une grande majorité des cas, l'efficacité élevée tout court permet encore de réduire la taille des fichiers en étant excellent. Voilà pour ce premier comparatif lié donc aux différents modes d'enregistrement RAW en photo.
Deuxième chapitre de ce film sur le Z9, ce troisième film, la mesure de lumière du Z9. Là, on va voir les différentes possibilités qui nous sont offertes. Vous allez voir que la mesure matricielle est vraiment d'excellente qualité la plupart du temps. On a sur cette scène un contraste fort avec des flamants roses éclairés au soleil et puis des parties à l'ombre juste à côté. Donc là, forcément, très gros écart dynamique. Et on est sur la matricielle. Et on va voir, en faisant défiler les différents modes de mesure, ce que l'on peut avoir comme gain ou non, d'ailleurs, en changeant ce mode de mesure. Alors deuxième mode, le pondéré central, vous voyez qu'il a comme effet immédiat d'abaisser un petit peu la luminosité. On a donc, on le voit très bien là sur l'histogramme, et on a quelque chose qui est peut-être un petit peu exagéré, enfin à mon sens. Je pense que la mesure matricielle était un poil meilleure. Je vous mets les deux en comparaison. Voilà, donc vous voyez que là, on a quand même quelque chose qui est presque parfait, avec peut-être un tout petit peu, à certains moments, les hautes lumières qui sont un tout petit poil exagérées. Disons que sur des scènes avec un très fort contraste, comme c'est le cas ici, on peut, par précaution, éventuellement, utiliser cette pondérée centrale. Bon, là, vous voyez que sincèrement, c'est même pas utile. Enfin, à mon sens, que la matricielle a très très bien fait son travail. Alors là, je suis passé sur la mesure spot à gauche. La mesure spot, elle est très très sensible, c'est-à-dire que vous avez vraiment un petit collimateur au centre qui va donc permettre d'utiliser cette mesure de lumière très centrée. Alors, ça dépend bien sûr où cette mesure spot est prise. Si elle est prise, comme c'est le cas ici, sur le blanc du plumage, eh bien, on a quelque chose qui est très très bon. Je dirais presque même meilleur que la matricielle à gauche. Moi, j'aime bien. On a vraiment un équilibre parfait entre les hautes lumières et les basses lumières. Mais il suffit de décaler un tout petit peu sa mesure, puisque la mesure est quand même centrée avec cette mesure spot, à la fois sur le collimateur et tout autour, mais c'est quand même très très centré. Donc si on décale un petit peu trop ce collimateur, on va se retrouver avec des écarts dynamiques importants. Alors, dernier cas de figure, le pondéré central avec respect des hautes lumières, hein, c'est ce qu'on appelle pondéré haute lumière. Donc là, on va vraiment privilégier au maximum les hautes lumières. Alors, sur cette scène, ça n'a aucun intérêt. Vous voyez que là, l'image est vraiment trop sombre. Par contre, ça peut être extrêmement intéressant, en particulier lorsque vous filmez ou vous photographiez du spectacle. Dans ce deuxième exemple, on est typiquement dans les prises de vue spectacle avec des spots très forts, donc des écarts dynamiques presque ingérables. Là, on est donc en matriciel, hein, et on voit très bien que les hautes lumières, eh bien, elles sont cramées, hein, on le voit aussi à l'histogramme. Et donc là, la matricielle n'a pas pu aller sur une correction suffisamment importante. On va voir que même en prenant d'autres mesures de lumière, c'est pas forcément évident de réussir ce type d'image. Donc là, j'ai pondéré central qui va se retrouver à peu près ici. Donc vous voyez quand même une partie sombre relativement importante dans la pondérée centrale, ce qui fait que ça ne corrige que pratiquement pas cet écart de lumière trop fort. Vous voyez là aussi sur l'histogramme, on le voit bien. Alors pour le spot, c'est exactement pareil. On est exactement ici et donc on a une prise de lumière qui est sur la partie arrière son, et donc du coup ça augmente même carrément cet écart dynamique trop fort, et on voit bien que l'écrêtage sur l'histogramme est encore plus important. Donc il faudrait centrer totalement la spot que l'on voit bien sur le viseur sur le sujet le plus éclairé, et là ça fonctionnerait. Et là, je suis en pondéré haute lumière, donc avec une protection de haute lumière. On voit que ça a fonctionné. L'écrêtage est un petit peu moins important sur l'histogramme. Ça a un peu préservé, mais là encore, c'est pas tout à fait parfait. Vous voyez qu'il y a quand même des situations où il faut que le photographe manuellement corrige un peu l'image. Alors dans ce deuxième exemple, on a d'un côté à gauche la matricielle. Vous voyez qu'il y a quand même une surexposition des zones les plus claires. La matricielle fait en fait une sorte de moyenne. C'est un algorithme qui est assez complexe d'ailleurs maintenant, qui prend en compte à la fois les zones sombres, les zones claires, la densité, le type d'image, enfin beaucoup de choses, mais ça a quand même ses limites, en particulier lors d'écarts dynamiques extrêmement forts, comme c'est le cas typiquement en photo de spectacle.
Pour être tranquille, il vaut mieux passer sur pondéré central avec préservation des hautes lumières, hein, c'est le cas ici. Vous voyez que l'histogramme est quand même un petit peu moins écrété, alors que là on va vraiment au taquet, au sommet. Il y a des lumières qui sont complètement cramées, qui ne seront pas récupérables même en post-traitement, alors que là oui, tout à fait. Donc voilà, juste ce petit rappel hein, des différentes mesures de lumière qui sont accessibles sur le Z9, qui ont encore légèrement progressé. Moi je trouve que la matricielle est vraiment presque parfaite, et quelques exemples qui vous permettent de voir dans quelle mesure vous pouvez utiliser les autres types de mesures de lumière. Allez, on passe sur la montée en sensibilité, le cœur de ce film. Alors s'il y a un domaine où le Z9 m'a un petit peu déçu, alors déçu, entendons-nous, c'est un bien grand mot. Disons qu'il n'a pas excellé comme dans tous les autres domaines que j'ai testé, où le Z9 m'a vraiment bluffé, c'est un appareil exceptionnel. En montée en sensibilité, il reste relativement à peu près au même niveau que les autres hybrides Nikon, ou même qu'un Canon ou un Sony haut de gamme. On n'a pas ce petit plus, ce petit supplément d'âme qui permettrait d'aller exactement là où je souhaite aller, en particulier en chasse photo ou en photo sportive avec une mauvaise lumière. Je suis très exigeant, j'attends vraiment une révolution de ce côté-là. C'est le dernier critère qui me paraît vraiment pouvoir progresser énormément, à savoir que, par exemple, moi j'attends un 200 000 ou même un 500 000 ISO de la valeur d'un 3200 actuel. C'est pas le cas, la technologie ne le permet pas, ou en tout cas on ne le propose pas sur le marché. On va donc voir ensemble ce que propose le Z9 à l'heure actuelle. Alors premier exemple très intéressant, là je suis à gauche à 64 ISO natif hein, de base, et à droite je suis descendu de moins 1 IL, dans un stop en moins, c'est-à-dire que je suis à 32 ISO. Alors 32 ISO ça peut être extrêmement intéressant, vous savez, pour éviter d'avoir un filtre par exemple ND pour réduire un petit peu la lumière. Quand il y a vraiment trop de lumière, on peut quand même monter au 32 millième de seconde, donc ça c'est déjà une bonne chose, mais il peut arriver qu'on ait besoin de descendre à 32 ISO. Malheureusement, tous les exemples que j'ai pris sont exactement identiques, à savoir que la dynamique de lumière à 32 ISO est moins bonne, et c'est clair. Regardez, on le voit très très bien sur l'histogramme. L'histogramme est plat, sur le 64 ISO et 32 ISO, on a une petite pointe d'écrêtage et on le voit très très bien dans les blancs de cette cigogne. Vous voyez là sur le 64 ISO, il y a toute la dynamique, le blanc est absolument pas cramé. Sur le 32 ISO, très légèrement. Et c'est pas la seule image, hein. Vraiment, toutes les images à 32 ISO, je me suis aperçu que les hautes lumières, il fallait vraiment enlever au moins un tiers de step, voire peut-être même un demi-diaph pour arriver à préserver les hautes lumières, et que la dynamique était un petit peu moins bonne. On le voit aussi, si vous voulez, là ça commence vraiment en basse lumière, exactement au même endroit, sur le 32 et sur le 64, comme je vous le montre. Et par contre, là, sur le 64, c'est pas écrété. Et hop, sur le 32, légèrement. Voilà, il faut le savoir, 32 ISO, ça peut servir, mais la dynamique est un petit peu réduite. Alors, voyons voir maintenant un petit peu plus loin ce qui peut se passer. Voilà, là, on est à 100 ISO. 100 ISO, on a non seulement toute la dynamique, on a exactement la même chose qu'à 64, on a la même finesse, il n'y a aucun problème. Si on va voir dans les parties un petit peu plus moins éclairées sur les pattes de la cigogne, vous allez voir qu'on a exactement la même finesse. Vous voyez, c'est magnifique, les petits détails de plumes, enfin vraiment parfait. Alors on est maintenant à 200 ISO, pareil, exactement la même chose, 64, 100, 200 ISO, identique, il n'y a rien à dire, c'est pareil, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Passons tout de suite au premier virage véritable, le 400 ISO. On va me dire 400 ISO, déjà un premier virage, oui. 400 ISO, vous allez voir que si on va dans une zone un petit peu plus difficile, à savoir un petit peu plus sombre, eh bien on voit très nettement la montée du bruit. Je vous répète, on est à 200%. Allez pas me faire dire ce que je veux pas dire. On peut faire de très grands tirages, de très belles images à 400 ISO. On est là dans un test qui vous permet d'apprécier les différences, de discriminer exactement ce qui se passe, le comportement de ce boîtier. Donc je le répète, le Z9 32 ISO, on est un petit cran en dessous en dynamique, 64, 100, 200 ISO, top, parfait, il n'y a rien à dire, c'est totalement identique. 400 ISO, premier virage, première montée du bruit, très très légère, très douce, très harmonieuse, très agréable, mais ça existe, c'est présent. 800 ISO pour l'image de droite et on va s'apercevoir que c'est assez linéaire, on a une montée en bruit, vous voyez là c'est quand même plus marqué, hein, même dans le fond. Alors
c'est quand même un peu gênant parce que 800 ISO, 1000 ISO, 1200 ISO, 1600 ISO, ce sont vraiment des valeurs que j'utilise très très souvent lorsque je fais par exemple des oiseaux en vol. Vous savez qu'il faut des vitesses très très rapides et donc on a quand même une apparition du bruit sur ces sensibilités-là. Donc si on veut vraiment quelque chose de parfait, absolument nickel, avec de très grands tirages, eh bien il faudra rester à 200 ISO et moins. Au-delà, on aura un petit peu de bruit. Alors je vous le répète, on est à 200%. Hein. Regardez ce que ça donne. Hein. Là, j'agrandis quand même l'image de façon exagérée, mais c'est la réalité. Donc voilà, on est à 800 ISO. On a une montée qui est très belle, très harmonieuse, très très progressive, mais qui est réelle. Bon, on va continuer notre petit voyage dans les hautes sensibilités. On est maintenant à 1600 ISO, donc je vais aller tout de suite sur les pattes de notre cigogne. Et vous voyez que 1600 ISO, et là pareil, on a de nouveau un autre petit palier qui est franchi avec une sensibilité certes très intéressante. 1600 ISO, c'est une sensibilité qu'on utilise beaucoup en chasse photo, y compris en journée, hein, quand on a des animaux très rapides. Et en sport, je vous en parle même pas. Et donc 1600 ISO, oui, on a une vraie montée en bruit. Je vous remets l'image en taille réelle, hein, parce que c'est quand même, vous voyez, là, je pourrais l'agrandir, je pense que je peux faire un tirage à 2, à 1, même sans aucun problème. Il faut vraiment monter dans des très grands tirages pour qu'on commence à avoir un petit peu de bruit, mais ça existe. Deuxième exemple pour confirmer la première image. Donc là, je suis bien à 64 ISO. Là, je suis à 32 ISO. Et on voit bien, là aussi, c'est très très net sur l'histogramme. Vous voyez la montée, donc ici sur les hautes lumières maxi, elle s'arrête là. Alors que là, on écrète complètement. Un peu moins de dynamique de lumière. C'est exactement ce qu'on a constaté précédemment. Ici, 64 ISO. Ici, 200 ISO. On s'aperçoit bien qu'au niveau de dynamique de lumière, c'est exactement la même chose. Voyons voir en agrandissant fortement l'image ce que ça peut donner. On va déjà afficher le point AF pour vérifier s'il est au même endroit. Oui, tout à fait, c'est parfait. Voilà, agrandi à 100%, donc je vous le répète, hein, ici 64 ISO, ici 200, on a la même chose. Vraiment pas différencier les images, c'est tout à fait impossible. On passe à 400. Et on retrouve le même comportement, à savoir que la montée du bruit très très légère, très douce, très agréable, très harmonieuse. J'essaie de vous montrer par les exemples ce que je ressens, mais sur mon écran, c'est assez net. Vous voyez, par exemple, ici, là, j'ai absolument aucun bruit. Là, j'en ai un tout petit peu. C'est minime, c'est 3 fois rien. Ça existe, c'est tout, il faut le savoir, et ça sera absolument pas gênant. 800 ISO, ben oui, ça commence à être un petit peu plus notable en termes de bruit. On le voit à la fois sur le tronc de cette plante, sur l'arrière-plan, ici aussi par rapport à ce qu'on peut avoir sur le 64 ISO. On a un tout petit poil plus de bruit. C'est encore très très bon, il n'y a pas de problème. Allez, on va monter un peu plus haut en sensibilité. Là, on passe à 1600 ISO. Là, on a une bascule qui est un petit peu plus nette. On verra que la suivante, c'est encore plus net. Mais déjà, c'est notable. Ça sera, une fois de plus, pas gênant. On peut faire de très grands tirages. Hein. Je vous répète, l'image en plein format, vous voyez ce que ça donne. Donc, 100% sur ce format-là, ça commence déjà à être un tirage tout à fait honorable. Mais ça c'est confirmé par rapport au premier exemple. 3200 ISO, la montée du bruit est un petit peu plus notable. Là, vous voyez, au niveau des blancs, là, on a déjà un petit peu de bruit de luminance, un petit peu de bruit chromatique également. On a une toute petite perte de définition. C'est vraiment la bascule 3002. On le sait, tac. On a cette deuxième bascule assez nette. Allez, on passe à 6004. 6004 par rapport à 3002, bah, ça continue. C'est assez linéaire. On n'a pas un gap aussi important qu'entre 1006 et 3002, mais entre 3002 et 6004, ça continue de progresser en termes de bruit. Et là, voilà, 12008, on commence à avoir un petit peu des points bleutés qui arrivent, qui colorent un petit peu l'image, alors qui se traitent très bien, le bruit est harmonieux, il n'y a pas de souci particulier. Je vous remets un peu l'image en format normal, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est très très bon. C'est du même acabit que tout les hybrides que j'ai pu tester, hein, que ça soit... Alors, j'ai pas testé le R3, hein, ça devrait arriver, mais c'est pas encore le cas. Mais tout ce que j'ai testé, que ça soit du R5, de l'Alpha One, du Z9, du Z6, du Z7, en première version, en deuxième version, on a grosso modo à peu près les mêmes choses, si on ramène à un tirage identique. Parce que vous allez voir, on fera un petit peu le test plus tard, entre le Z6 II
Et le Z9, il faut bien redimensionner à taille de tirage identique pour avoir vraiment l'équivalent en termes de bruit, parce qu'au départ, c'est vrai qu'on se dit, ouais, le Z6 II fait mieux, mais non, c'est pas le cas. En tout cas, pour revenir au Z9, 12008, voilà, ça, moi, c'est ma limite haute. Après, voilà, on est ici à 25600 ISO, même en ayant des réducteurs de bruit qui sont efficaces. Moi, je suis pas hyper fan, hein. J'ai tout essayé, hein, que ce soit Lightroom, que ce soit Studio NX, que ce soit DxO. Je crois que je préfère presque à chaque fois le fichier d'origine, quitte à ce qu'il y ait un petit peu de bruit. Bon, ça c'est très personnel. En attendant, 12600 ISO, ça reste ma limite supérieure. 25600, moi je trouve que c'est quand même un petit peu juste. Et alors si je passe à 25600 plus un stop, donc 52 000, hein, là non. Là, même, vous voyez, dans un format A4, A3 dans l'extrême limite, pour une illustration sur Insta, sur les réseaux sociaux, aucun souci. Pour de la vraie photo de qualité, non. Moi, je ne monterai pas aussi haut. Et enfin, donc 25 000 plus 2 steps, donc on est à 100 000 ISO, hein, je le mets en grand. Là, ça reste quand même relativement harmonieux. Il faut être honnête. Vous voyez, quand même, bien sûr, on a une dégradation, on a des points colorés, on a etc. Mais on n'a pas non plus quelque chose qui, comme dans les hybrides d'il y a quelques années, devenait vraiment une vraie bouillie. Pour ce résumé, on va dire que, d'une façon générale, la montée en ISO, elle est la suivante. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. 64 ISO, parfait. 100, 200, parfait. 32, on a une perte de dynamique. À partir de 400, on a un premier virage jusqu'à 1600. 3200, un autre virage jusqu'à 12008. Et au-delà de 12008, du sauvetage. Si vous voulez bien, je voudrais revenir avec vous sur cette idée que le Z9, par ailleurs excellent boîtier, sublissime, avec énormément de qualité et supersonique sur bien des plans, ne me satisfait pas totalement au niveau de la montée en ISO. Là aussi, je le répète, il faut que les choses soient bien claires. C'est exactement le même problème sur absolument tous les boîtiers. J'ai pas trouvé un seul boîtier qui allait dans mes exigences, qui répondait à mes exigences en termes de photos sportives à des moments critiques au niveau lumière. Là, je suis à 5000 ISO. On a vu que 5000, 6004, c'était vraiment sans trop aller dans de post-traitement important, quelque chose de très raisonnable. À 100%, vous voyez, l'image est à peu près nette, il n'y a pas de problème. Oui, mais là le sujet était juste dans une phase face à moi, pas trop rapide, en transition entre deux virages. Et si je veux continuer l'action, ce que j'essaie de faire, hein, souvent dans ce type de reportage, il faut utiliser le moteur pour avoir le meilleur plan. Et vous voyez, là il se rapproche de moi, donc et puis il commence à faire un virage à remonter, la vitesse angulaire devient un petit peu plus importante. Et bien, si je me mets à 100%, la photo est floue. Photo est floue, je suis avec le 70-200 de 8Z, donc à 1/200 de seconde, pourtant je suis à pleine ouverture, à 5000 ISO. C'est là où je touche les limites dans mon activité professionnelle de photographe ou de vidéaste. Enfin, en vidéaste, c'est un peu moins gênant, mais en termes de photo, c'est gênant. Là, il faudrait que je sois au moins au 500e, voire au 1000e. C'est-à-dire qu'il faudrait que je puisse monter donc 5, 10, 20 000, on va dire entre 20 et 50 000 ISO, pour être tranquille et pour avoir des vitesses d'obturation suffisantes pour pouvoir utiliser un 70-200 de 8. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les limites de mon utilisation. Vous allez voir qu'on peut avoir d'autres exemples, hein, c'est très facile. Voilà, donc là, toujours les mêmes conditions, 5000 ISO, hop, je passe un tout petit peu plus avec une vitesse angulaire, c'est-à-dire que le surfeur fait vraiment un virage juste devant moi. Et ouais, crac, c'est plus bon. Donc là, toujours pareil, hein, pourtant je suis descendu à 90 mm, hein, 200e de 8 à 5000 ISO, et cette photo n'est pas exploitable. Dommage parce que là, la latitude était sympa et tout. On est sur les limites actuelles de la technologie. J'attends la révolution de la montée en ISO pour les prochains boîtiers. Merci messieurs les ingénieurs. C'est pour moi la seule vraie limite de ce Z9. Il reste encore 2 films à paraître après celui-ci. J'en ai déjà fait 4. J'ai vraiment fait, je ne sais plus à combien je suis, peut-être 50 000 ou 100 000 photos. Donc je commence à avoir un petit peu fait le tour de la question. Et la seule vraie limite à certains moments, dans certaines activités pro que je peux avoir, que ce soit en photo sportive ou animalière, c'est ça, c'est cette montée en ISO qui est par trop limite.
tout le reste est extrêmement satisfaisant. Alors, dernier point que je voulais voir avec vous, c'est cette comparaison qu'on va avoir entre un Z9, à l'image sur la gauche ici, à 12800 ISO, et un Z6 II qui propose une sensibilité très intéressante, avec des photosites un petit peu plus grands, 24 millions contre 45 millions, c'est sûr que les photosites sont forcément un petit peu plus grands. Alors, bon, petit détail, j'avais une correction de moins 0,3 IL, ce qui explique aussi que l'arrière-plan est un petit peu moins cramé sur le Z6 II, alors que sur le Z9, vous voyez, la correction est à 0, il n'y a pas de correction. Donc voilà. Ceci étant, on a deux images comme ça qui sont assez comparables. On va voir tout de suite, en agrandissant un petit peu plus, déjà à 100%, ce que ça donne. Alors vous allez me dire, là, vu comme ça, 12800 ISO sur les deux, le Z6 II paraît plus propre que le Z9. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas à taille de tirage identique. N'oubliez pas que là, on a 45 millions de pixels. Quand je l'agrandis à 100%, on a une image qui est bien plus grande que le Z6 II agrandi à 100% également. Pour avoir quelque chose de comparable, il faut que je descende à environ 64%. Donc 67, voilà, c'est ça. Très bien. Là, on a deux images qui sont à peu près de taille identique, et si on va au bout du bout, on s'aperçoit que le Z6 II est un tout petit peu plus lissé, c'est pas le mot, il y a un tout petit peu moins de bruit, en particulier de bruit de luminance, mais il est aussi moins fin en détail. Si on va voir un petit peu les plissés de la statue, voyez, là sur le Z9, on a quand même quelque chose qui est plus détaillé, plus précis, même à 12000 ISO. Le Z6 II, certes un tout petit poil, mais vraiment un chouïa moins bruité, c'est pas vraiment significatif. Je pense même sur un tirage, à taille de tirage identique, ça ne se verrait absolument pas, cette différence. Par contre, on verrait bien la différence de rendu, de restitution des petits détails. C'est beaucoup plus fin avec le Z9 qu'avec le Z6. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que on a eu des comparaisons qui ont été un petit peu tronquées, parce qu'on ne mettait pas toujours les images à taille de tirage identique. Là, quand on fait ça, quand on prend la peine de le faire, entre le Z9 et le Z6 II, on s'aperçoit que le Z9 va un petit peu plus loin que le Z6 II, à ma surprise d'ailleurs, puisque les photosites sont quand même plus petits sur le Z9, mais voilà. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur la montée en sensibilité de ce très bel appareil qui est le Z9. Vous l'avez compris, j'ai adoré cet appareil. On aura l'occasion encore de faire d'autres tests dans les prochains films. Et vous allez voir que, à part cette limitation, qui est une limitation certes personnelle, moi j'ai des exigences très très élevées en termes de sport en basse lumière et qui demandent des capteurs qui n'existent pas encore, ça va venir, j'en suis absolument persuadé, mais on est dans l'état de l'art, comme on dit, et c'est ce qu'on peut faire de mieux actuellement, comparable en tout cas à tous les autres boîtiers que j'ai testés. J'attends avec impatience l'arrivée du R3 pour pouvoir savoir s'il va plus loin dans ce domaine-là. Alors en vidéo, on retrouve un peu la même problématique qu'en photo, à savoir les très basses sensibilités sont excellentes, de 64 à 200 ISO, même 400, c'est parfait. On va dérouler un petit peu toutes les montées en ISO, là maintenant nous sommes à 400 ISO. Alors nous voici désormais à 800 ISO. Alors on n'a pas une différence aussi nette entre le 200, 400 ISO comme en photo. Entre 400 et 800 ISO en vidéo, ça reste vraiment très bien. C'est plutôt à 1600 ISO qu'apparaît le premier changement. On commence à avoir des très très légers fourmillements. Donc si on veut vraiment avoir une image parfaite, il vaut mieux rester en deçà de cette sensibilité. Mais enfin ceci étant, c'est encore parfaitement exploitable. À 3200 ISO, l'image continue de se dégrader légèrement, mais c'est très progressif, encore bien utilisable, sans trop d'arrière-pensée. À 6400 ISO, l'image continue de se dégrader très progressivement, c'est encore exploitable, même si on a parfois une légère désaturation des couleurs. 12800 ISO, sur le papier, c'est la limite à pas dépasser, même je dirais que c'est un petit peu juste pour moi, mais on verra dans d'autres exemples que c'est encore bon. Enfin, les valeurs supérieures, ici 25 000 ISO, et on verra pour l'anecdote, les sensibilités supérieures sont vraiment du sauvetage et ne servent pas à grand chose d'autre. Néanmoins, c'est quand même utile de les avoir, ça peut arriver de temps en temps d'avoir des images à ramener à tout prix, y compris dans la pénombre la plus totale. Voyons maintenant des exemples plus réels.
Alors je dis réel parce que la façon d'aborder la lumière en photo et en vidéo n'est pas tout à fait la même. Vous voyez ici par exemple, je suis quand même déjà dans une pénombre assez marquée dans ces différents exemples. Et pourtant, j'arrive à utiliser une vitesse au 125e qui est suffisante pour faire du ralenti à 120 images par seconde dans de bonnes conditions et avec des images qui sont quand même relativement bonnes. Alors deux exemples pour illustrer mes propos, tous les deux à 12800 ISO. Le premier, c'est dans la pénombre la plus totale, il y a vraiment très peu de lumière, aucune source ponctuelle de lumière ajoutée. Et là, on a vraiment quelque chose qui est pas bon, qui est plein de grains. Et le deuxième exemple, toujours à 12800 ISO, mais avec de la lumière ajoutée simplement par les torches, et vous voyez que là on arrive quand même à quelque chose de parfaitement exploitable, plutôt même assez joli. Donc il faut quand même être assez prudent sur cette histoire d'ISO, d'autant qu'on peut utiliser des vitesses de shutter, des vitesses d'obturation beaucoup plus lentes qu'en photo. Là par exemple je suis au 50e de seconde, en photo ça n'aurait aucun sens dès qu'il y a un petit peu de mouvement, là en vidéo ça passe très bien. Alors pour avoir un point de comparaison, j'ai repris quelques fichiers du Z6, là on est à 4000 ISO pour avoir un élément de comparaison, vous allez voir que le Z6 se défend bigrement bien en mode vidéo. Ici nous sommes à 25 600 ISO avec le Z6 et je pense que c'est assez comparable au 12800 du Z9. Il m'est même arrivé de faire des plans à 51 200 ISO avec le Z6, ce que je n'oserais certainement pas faire avec le Z9, donc là il y a vraiment une différence plus notable qu'en photo. Et s'il fallait établir une hiérarchie entre les différents Z, je trouve le Z7 le moins bon des trois, ensuite le Z9 et ensuite le Z6 à très haute sensibilité. Alors pour conclure sur ce chapitre de la sensibilité ISO, je dirais que le Z9 est vraiment très intéressant en vidéo, y compris jusqu'à des hautes sensibilités, on va dire jusqu'à 12800 ISO, c'est tout à fait acceptable. C'est vraiment un progrès par rapport au Z7, on se rapproche du Z6 qui est quand même une référence dans le domaine. Alors en conclusion, que dire sur ce Z9 et cette capacité à la fois enregistrer des RAW avec des fichiers somme toute relativement raisonnables, 20 mégaoctets pour un capteur qui a 45 millions de pixels, en conservant pratiquement l'intégralité de la qualité, c'est formidable. La mesure de lumière, on est dans quelque chose que Nikon maîtrise parfaitement depuis très longtemps. Là encore, la mesure matricielle est vraiment excellente et il n'y a que quelques rares cas où on doit reprendre la main pour des situations avec des très forts contrastes comme on l'a vu dans les essais, mais c'est vraiment à la marge. Enfin, la montée en ISO, elle est bonne. Dans l'absolu, elle est tout à fait comparable aux autres boîtiers pro des autres marques. Elle est comparable également aux autres hybrides de Nikon, le Z6 II et le Z7 II. C'est peut-être là où je suis un poil déçu parce qu'on aurait pu attendre encore une évolution. C'est pas le cas. Le Z6 II, en particulier en vidéo, est un petit peu meilleur que le Z9, mais on est dans la logique d'un boîtier professionnel de 45 millions de pixels. Même si j'en attends encore plus, ce sera pour peut-être le Z10 ou le Z11, je ne sais pas. Voilà, je vous dis à très bientôt. Encore merci pour tout votre soutien. Je compte sur vous, abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!